75 à 85% des personnes qui sont devenues millionnaires en dollars, donc qui sont en réalité dans le top 1% des plus riches au monde, n'ont pas été des héritiers. Bienvenue à l'épisode 21 de notre émission Vivre libre, passionné et heureux. Nous sommes, comme à l'accoutumée, très heureux de vous accueillir dans cette chaîne Sérénité Financière 365 où nous sommes disposés à partager du contenu pour vous aider, vous les cadres en milieu de carrière, à pouvoir porter vos finances au niveau supérieur et transformer votre vie et celle de votre famille. Alors pour l'épisode 21, nous avons choisi de parler d'un sujet qui nous concerne, nous cette communauté de cadres en milieu de carrière, et le thème c'est devenir acteur du changement, viser le top 1% de riches pour impacter sa famille et sa communauté. Vous savez, habituellement, on parle de beaucoup de choses par rapport aux changements qu'on souhaite voir dans la vie, n'est-ce pas? Mais on peut se trouver à être du côté de la victime et se plaindre chaque jour du fait que les planètes ne soient pas alignées pour nous donner ce que nous voulons dans notre vie. Mais on peut également faire le choix de devenir un acteur. Et aujourd'hui, je positionne cette émission, cet épisode, j'allais dire, dans le sens de nous aider, de nous interpeller, à nous remettre un tout petit peu en cause et dire, et si on devenait plutôt acteur de changement? Alors, acteur de changement, c'est vrai, mais comme dans bien des cas, être acteur de changement, c'est bien, mais avoir les leviers en main pour pouvoir maîtriser ce changement-là, c'est encore mieux. Donc, voilà, nous souhaitons voir un changement dans notre vie, dans celle de nos familles, dans notre communauté. Nous, Africains, on veut voir une Afrique différente, avec des personnes qui grandissent en dignité, des personnes qui apprennent à ne pas tendre la main. Mais pour le faire, il faut qu'il y ait des acteurs comme vous qui puissent prendre le taureau par les cornes. Alors, il y a quelques semaines, j'ai discuté avec des amis par rapport à la richesse. Certains étaient d'accord, d'autres pas d'accord. Et bien entendu, on parlait du rapport mondial, le rapport sur la répartition globale de la richesse que le Crédit Suisse publie en général chaque année. Et la question que je posais, c'était un peu comme un teaser. On discutait, on se disait, oui, certains pensaient qu'il y a une grande concentration de richesse entre les mains de certains et que, de toute façon, c'est les ultra riches simplement qui ont le maximum. Et d'autres disaient aussi, ils pensent que la richesse est peut-être un peu plus accessible qu'on ne le dise. Et je me suis intéressé à dire, ok, on va partager les statistiques, n'est-ce pas? On va se dire, si on voulait rentrer dans le 1%, 1% dans n'importe quoi, que ce soit dans une profession, que ce soit dans une entreprise, correspond véritablement à l'élite, n'est-ce pas? Pour faire partie du 1%, des 1% les plus riches au monde, qu'est-ce que ça demande exactement comme seuil? Alors, les réponses étaient complètement éloignées de ce qu'on pouvait imaginer. Il y en a qui parlaient de beaucoup de centaines de milliards ramenés en francs CFA, parlaient de beaucoup de dizaines de milliards ramenés en francs CFA. La réponse, si vous voulez le savoir, restez juste avec nous et tout à l'heure, on va y revenir. Vous saurez exactement déjà pourquoi est-ce que je vous encourage à viser le 1%. Vous qui êtes cadre en milieu de carrière, vous avez 10-15 ans d'expérience, jusqu'à 20 ans d'expérience professionnelle dans une grande entreprise, vous gagnez de bons revenus. Pourquoi ne pas essayer de viser ce niveau-là et comprendre surtout qu'est-ce que ça peut apporter dans notre vie? Alors, pour qu'on puisse parler de richesse et pour que certains ici me prennent, je voudrais revenir un tout petit peu sur l'échelle des besoins de Maslow, n'est-ce pas? Parce que l'homme que nous sommes est en général un être qui essaie de prioriser ses besoins. Vous savez, quand je porte un regard sur la plupart de nos familles africaines, on se rend compte que 80% des personnes vivent véritablement au jour le jour. Et donc, pour essayer de mieux illustrer cela, je vais utiliser la pyramide de Maslow, n'est-ce pas? Ce fameux économiste qui a mis en œuvre cette pyramide-là, qui nous permet de classifier les 5 niveaux de besoins de l'homme. Et je rappelle que Maslow, d'après sa théorie, il dit que les 5 niveaux de besoins sont successifs. Donc, normalement, on arrive à satisfaire le premier niveau de besoin, ensuite on passe au deuxième, après on passe au troisième, au quatrième et au cinquième. Le premier niveau de besoin de l'homme, ce sont les besoins physiologiques. C'est-à-dire que c'est les besoins qui sont liés en réalité à notre existence. C'est la survie dont il est question. Il s'agit de manger, boire, dormir, se loger. Voilà, ça c'est vraiment essentiel. Si un homme commence à travailler, à gagner des revenus, c'est la première chose qu'il cherche à faire, n'est-ce pas? C'est d'essayer de pouvoir couvrir ces besoins physiologiques-là. Quand ces besoins physiologiques-là sont couverts, on pense à des besoins de sécurité. Et globalement, on pense à des besoins de sécurité parce qu'on essaie d'avoir
un peu plus de stabilité, notamment en termes de sécurité financière, sécurité de l'emploi, sécurité en termes de santé, sécurité en termes d'environnement où nous vivons, n'est-ce pas? C'est vraiment important de nous mettre à l'abri des différents dangers. Mais celui qui n'a pas de quoi manger ne pense même pas à cela. Mais une fois qu'on a de quoi manger, maintenant on va chercher le besoin de sécurité. Troisième niveau de besoin selon Maslow, ce sont les besoins d'appartenance et d'amour. Et on arrive à manger à sa faim, on arrive à avoir les besoins de base, on arrive à avoir un minimum de sécurité. Maintenant, nous sommes des êtres sociaux, n'est-ce pas? On essaie de se connecter. On essaie de créer davantage de liens avec des personnes autour de nous. On essaie de construire véritablement des relations. Pourquoi? Parce que, en fait, appartenir à un groupe, c'est ça qui donne l'énergie à l'homme. Vous savez, si vous prenez un homme, vous le mettez dans une île isolée quelque part où il vit tout seul et vous lui donnez à manger et à boire, il sera toujours malheureux. La seule chose qui va faire que l'homme se sente bien, c'est quand il va arriver à se connecter en fait à ses semblables. Et c'est à ce moment qu'il trouve véritablement son énergie. Donc, on lutte d'abord pour la survie, on lutte pour la sécurité, mais ensuite on lutte maintenant pour davantage se connecter. Et le quatrième niveau, c'est le besoin d'estime. L'homme a besoin d'estime, d'être reconnu dans sa société, d'être respecté, de savoir qu'il est en train de réaliser des choses dans la communauté. Vous savez, dans nos communautés, un homme veut bien arriver à un moment donné à avancer, à pouvoir se trouver un emploi, à pouvoir se trouver une épouse, à pouvoir se construire un logement. Des objectifs comme ça qui sont clairs, c'est des choses qui permettent à quelqu'un de se sentir respecté par rapport au référentiel de la société dans laquelle il vit. Et le cinquième niveau, au-dessus de tout cela, c'est le besoin d'accomplissement, les besoins d'accomplissement de soi. En fait, nous venons ici avec un potentiel qui est rempli, qui nous a été fourni par Dieu le Créateur. Mais plus nous allons aller exploiter ce potentiel-là, plus on va se sentir effectivement accompli. Quelqu'un qui sent qu'il réalise son potentiel, il sent vraiment qu'il va au-delà. Il sent qu'il va au fond de ses passions. Il sent qu'il essaie de grandir, d'aller au fond de lui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il était ici, demain, il est là, après-demain. Il voit comment son potentiel est en train d'être exploité, n'est-ce pas? Parce qu'il a mis en place un véritable plan de croissance personnelle. Il sent que son existence, maintenant, a un sens profond. Et son existence ne s'arrête plus simplement à lui, ça va au-delà de lui parce qu'il essaie d'impacter davantage sa famille, sa communauté, toutes les personnes dans le monde. Voilà, donc ce besoin d'accomplissement est un besoin qui est ressenti par tout le monde. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que tout le monde peut y accéder? Est-ce que quelqu'un qui a faim peut forcément essayer de se réaliser? Eh bien, ma réponse, c'est que normalement non. Mais au quotidien, ce que nous voyons, c'est que la plupart des personnes, même sans ressources financières, quand il y a un peu, ressentent ce besoin-là et parfois essayent de sauter les niveaux, n'est-ce pas, les étages pour aller essayer de se réaliser. Et c'est pour ça qu'on va monter, essayer de se réaliser. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont venus nous donner une tribune pour que chacun essaye de paraître, n'est-ce pas? La plupart du temps, on va essayer de paraître ce qu'on n'est pas. Et ce n'est pas de ça que nous parlons. Ce que nous voulons dire aujourd'hui, ce que nous voulons encourager les gens à faire, c'est de gravir les échelons en essayant, comme dans un jeu, à balayer et à conquérir les étapes qui sont en dessous. Quand vous êtes une personne qui essaie de se concentrer à neutraliser les besoins physiologiques, vous passez plus facilement aux besoins de sécurité, aux besoins d'appartenance, d'estime et puis de réalisation de soi. Mais soyons honnêtes, regardez un peu autour de vous dans la famille. Peut-être que vous, en milieu de famille, en milieu de carrière, j'allais dire, vous avez un peu plus évolué que les autres. Mais 80% des personnes autour de nous dans nos familles sont encore aux besoins physiologiques. En d'autres termes, la plupart des personnes dans nos familles sont encore à 1, 2 ou 3 mois de la pauvreté. Il suffit de 3 mois de salaire qui n'arrivent pas pour qu'on retombe dans la pauvreté. Donc, c'est notre responsabilité, nous les cadres en milieu de carrière, nous qui avons pu nous frayer un certain chemin, de dire on va essayer d'impacter cela, on va arrêter d'accuser simplement le colon, on va arrêter d'accuser simplement le gouvernement, on va arrêter d'accuser toutes les forces extérieures et nous-mêmes prendre nos responsabilités en main. On n'est pas d'accord de la façon dont les richesses sont réparties. On va aller nous-mêmes prendre le pouvoir sur une partie des richesses et les orienter et les utiliser comme nous voulons. Donc, c'est une responsabilité qui est vraiment importante à faire. Alors, fixer un objectif ambitieux a ceci d'important qui nous aide vraiment à devenir une autre personne. Ce n'est pas le 1%, ce n'est pas le montant d'argent qui va être important, mais c'est ce que cet objectif-là va faire en termes de transformation sur le chemin d'aller obtenir. Dites-vous bien, pensez-vous qu'en appartenant au 1% de la communauté, 1% des plus riches au monde, comment est-ce que vous allez vous sentir? Si on vous disait que vous arrivez à faire cela, que vous aviez 1% de la richesse mondiale et que vous pouviez en décider comme vous voulez, est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez avoir plus d'impact qu'aujourd'hui?
Donc, je me dis, pour un cadre en milieu de carrière, si on n'y est pas encore, ça doit être un objectif qui nous amène à nous lever chaque matin et d'aller y travailler. Pourquoi? Parce que cette transformation que ça va opérer en nous. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se disent riches parce qu'elles ont beaucoup d'argent. Ceux qui gagnent au loto, on sait que dans les 2 ans, 70% d'entre elles sont plus fauchées qu'avant. Pourquoi? Parce que c'était un pauvre avec beaucoup d'argent. Par contre, si vous vous transformez de l'intérieur et vous nourrissez une ambition noble de pouvoir aller chercher cette richesse-là au sommet, vous allez devenir une personne qui va peut-être facilement assurer une transformation générationnelle. Et vous le pouvez. Alors, de manière pratique maintenant, tout à l'heure je vous l'ai promis, je vais rentrer dans le rapport annuel du Crédit Suisse. Le dernier rapport qui est publié actuellement, c'est le rapport 2022 qui porte sur les données de 2021. Donc, je vais faire un focus particulièrement sur la répartition de la richesse mondiale. On dit souvent que la richesse mondiale, globalement, elle est là, mais comment est-ce qu'elle est répartie entre les individus? Donc, quand on parle de 1%, on va parler de qui exactement? C'est de ça que je vais parler maintenant. Je vais parler de quelques données et revenir un peu sur les contraintes socio-démographiques et économiques même qui sont liées aux différentes populations. Alors, sur la base de cela, on se rend compte que les adultes, le bas de la pyramide, les adultes qui ont une fortune, alors je vais rappeler que le patrimoine, c'est l'ensemble des biens moins les dettes. Ça veut dire que c'est tout ce que vous possédez. Votre maison, votre voiture, tout ce qui est bien durable, moins l'ensemble des dettes que vous avez, c'est ce qui représente votre patrimoine net. Et c'est ce qui sert ici à classifier les richesses dans ce rapport-là. Donc, quand on fait le bilan, votre patrimoine net, des individus sur la Terre qui ont un patrimoine net inférieur à 10 000 $, prenons le référentiel que $1 est égal à 600 francs, plus ou moins. Prenons ce référentiel juste pour avoir une idée. Ça veut dire que les individus en francs CFA qui ont une fortune cumulée de moins de 10 000 $, donc de moins de 6 millions de francs CFA, représentent 53,2% de la planète. C'est-à-dire que quand vous avez moins de 6 millions de fortune, vous êtes dans le bas, les 53% les plus pauvres. Ça veut dire que vous, simplement, qui parfois vous plaignez, juste quand vous avez au-delà de 6 millions de patrimoine, c'est-à-dire peut-être une maison, peut-être un petit bien, vous êtes déjà dans la deuxième moitié des plus riches de la planète. Mais bon, ne nous arrêtons pas là. Deuxièmement, quand on regarde des personnes qui ont une fortune entre 10 000 $ et 100 000 $, donc à peu près en France CFA, entre 6 millions et 60 millions, vous voyez que ce n'est pas exagéré, n'est-ce pas? Cette population-là représente 33,6% en termes de 33,6% de la population. Vous voyez? Le nombre d'adultes, 33,6%. Quand je prends les deux premières colonnes, on est à peu près à près de 90% de la population. Donc 88 par là. 88%. On a 88% de la population qui a un patrimoine jusqu'à 100 000 $, donc jusqu'à 60 millions. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que si vous avez un patrimoine de 60 millions et 1 franc, vous faites déjà partie des 10% les plus riches de la Terre. La plupart des personnes, parfois, ne se rendent pas compte. Et d'ailleurs, tout le monde à côté de moi, quand j'avais posé la question, se disait qu'il est impossible, avec juste 60 millions, d'être parmi les 10% les plus riches. Et ça continue. Ça continue, n'est-ce pas? Donc, parce que quoi? Parce que quand vous dépassez les 10%, vous arrivez dans la catégorie entre 100 000 $ et 1 million de dollars. Ça veut dire que c'est comme si vous étiez entre 60 millions et 600 millions à peu près. Et cette catégorie-là, ça fait partie ils sont à peu près 11,8% de toute la population mondiale. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, comme je disais tout à l'heure, à partir de 100 000 $, de 60 millions de patrimoine, peut-être qu'on peut pousser un peu, disant 70 millions de patrimoine, vous êtes déjà dans les 13% les plus riches de la planète. Alors, maintenant, la question que vous allez me poser, c'est oui, mais vous avez parlé tout à l'heure de 1%, n'est-ce pas? Alors, les 1%, quand vous avez à partir de 1 million de dollars de patrimoine net, l'ensemble de vos biens, moins l'ensemble de vos dettes, quand on enlève, qu'est-ce qui vous reviendrait si on liquidait tout votre patrimoine aujourd'hui? Ceux qui ont au moins 1 million de dollars, eh bien, tenez-vous tranquille, sont les 1,2% d'adultes dans la planète. Toutes les personnes à qui j'ai dit m'ont dit que c'était pratiquement impossible. J'ai dit c'est possible, ce sont des statistiques vérifiables. D'ailleurs, on vous l'affiche à l'écran avec les sources à l'appui. Voilà ce qui est possible. 1,2% des personnes sont celles qui ont une fortune supérieure à 1 million de dollars. Alors, pour des besoins de simplification, je ne vais pas considérer qu'on va dire 1,2%. Je vais considérer simplement que déjà à partir d'1 million de dollars,
Pour vous qui me regardez en ce moment, vous pouvez considérer que vous faites plus ou moins partie des 1%. 600 millions de francs CFA. Si vous prenez un cadre qui a eu une belle carrière, qui est entré dans une bonne entreprise, qui a travaillé pendant 35 ans, 40 ans, si au soir de sa carrière, il ne peut pas se projeter à avoir plus de 600 millions, ça veut dire que nous, Africains, peut-être qu'on peut encore manquer d'ambition, n'est-ce pas? Peut-être qu'on se plaint des Occidentaux qui viennent davantage s'enrichir chez nous, alors que nous-mêmes, on n'est pas suffisamment ambitieux. Je pense que nous devons nourrir cette ambition-là. C'est important de pouvoir la nourrir. Pourquoi? Vous avez vu que la grande masse des populations qui sont en dessous, et ça, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail ici, la grande masse de ces 53% de personnes-là sont concentrées en Afrique. Ça veut dire que nous avons une responsabilité de pouvoir faire changer les choses. Parfois, simplement, même en allant inspirer d'autres personnes, j'allais dire, de notre communauté à passer à l'action. Nous avons ce devoir-là. Donc, voilà les statistiques. Vous le savez maintenant. Vous savez vous projeter. 1%. Quel moment pensez-vous opportun comme période pour vous fixer le cap pour franchir les 1%? Ça doit être une ambition. Que ce soit dans 5 ans, que ce soit dans 10 ans, on doit être capable de se projeter pour dire voilà où est-ce qu'on va arriver. Surtout pour vous qui avez une certaine expérience. Vous avez une connaissance, vous avez une expertise, vous avez une personnalité, vous avez une expérience. C'est possible. Alors, pour vous aider dans ce schéma-là, on va démystifier un peu les différents mythes, n'est-ce pas? Je rappelle qu'il y a de nombreuses croyances, particulièrement nous les Africains, il y a de nombreuses croyances qui nous limitent par rapport à penser de manière assez ambitieuse. En rappel, pendant l'épisode 15 de notre émission Vive libre, passionné et heureux, l'épisode 15 portait sur l'influence de la famille africaine sur votre situation financière. J'avais abordé 5 croyances limitantes qui nous empêchent justement d'aller chercher plus d'abondance, plus de richesse, alors qu'on a justement besoin de cela pour transformer nos familles et nos communautés. La première pensée limitante, c'était que l'argent était mal vu. L'argent est mal vu en Afrique. La deuxième, c'est que l'argent est éphémère. Donc, si je pense que l'argent est mal vu, je ne vais pas me convaincre d'aller le faire. Il faut qu'on arrive à se départir de ces croyances-là. L'argent ne doit pas être mal vu, surtout quand il peut être acquis de manière honnête et progressive. On n'attend pas d'avoir un ami qui est haut placé dans le gouvernement qui nous donne automatiquement un marché qu'on n'a pas mérité. On n'attend pas de gagner au loto. On n'attend pas de connaître la bonne personne, d'épouser la fille de la bonne personne ou de sortir avec la bonne personne pour qu'elle change notre vie de tout au tout. Non. Il s'agit de dire l'argent est bien vu s'il est mérité et nous devons aller le chercher pour refaire le monde en Afrique tel que nous le voyons. Troisièmement, l'argent est une affaire d'hommes. Il y a beaucoup de femmes qui ont énormément de potentiel, beaucoup plus de potentiel que les hommes. Mais comme elles considèrent que l'argent est une affaire d'hommes, elles ne vont pas aller chercher ce qui leur revient de droit. Mesdames, vous aussi vous êtes concernées, allez-y, mettez-vous au travail, vous pouvez y arriver. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de capacités, vous avez beaucoup de résilience naturellement pour pouvoir y arriver. L'argent doit être partagé dans la famille élargie. Ces personnes qui sont faites pour nous tirer vers le bas, laissez-les là où elles sont. Celles qui veulent rejoindre le train pour pouvoir dire « dites-moi comment je peux faire pour pouvoir y arriver », on sera là pour leur montrer le chemin. On sera là pour les inspirer. D'ailleurs, vous, si vous le faites, vous allez forcément inspirer des personnes dans votre famille et dans votre communauté. Et ça, c'est très important. La cinquième croyance limitante, c'est que l'argent attire la jalousie et la convoitise. Est-ce que la pauvreté n'attire pas la jalousie et la convoitise? Vous savez combien de personnes, entre les pauvres, là, se donnent des petits poisons et se donnent des coups bas dans la famille? Donc, ce n'est pas une question seulement d'argent ou pas. Au lieu d'être en train de se donner des coups entre pauvres, mais soyons moins riches et donnons-nous des coups entre riches. Peut-être qu'on va inspirer d'autres personnes qui continueront après nous, n'est-ce pas? C'est vraiment important que nous sachions le rôle qu'en tant que leader, leader dans une communauté, dans les familles, on peut avoir sur le reste de la famille en termes de schéma de pensée, en termes de niveau d'ambition. Donc, ces croyances-là, il faut qu'on essaye de les combattre aussi autour de nous et dans nos familles pour qu'elles ne limitent pas l'ambition de ces personnes-là qui veulent se donner plus d'ambition, plus de courage de pouvoir avancer. Et je vais juste préciser qu'en termes de statistiques, j'ai vu des statistiques en Afrique, en Occident également, et en Asie. La plupart des statistiques auxquelles j'ai pu avoir accès démontrent que ces personnes-là qui ont atteint le niveau que je vous exhorte à atteindre, c'est-à-dire qu'arriver au moins au million de dollars de fortune, la plupart de ces personnes-là, en réalité, 75 à 85% de ces personnes n'ont pas démarré en tant qu'héritiers. Je reprends. 75 à 85% des personnes qui sont devenues millionnaires en dollars, donc qui sont en réalité dans le top 1% des plus riches au monde, n'ont pas été des héritiers. On commençait avec de petits moyens, on commençait modestement, on gravit les échelons pas à pas pour y arriver. Et d'ailleurs, beaucoup sont et restent des salariés. Beaucoup restent des salariés qui ont simplement pris en compte le fait que la richesse, c'est une richesse progressive qui doit prendre le temps d'aller petit à petit.
Troisièmement, je vais, en fait, pour terminer sur ce chapitre, pour pouvoir vous encourager à avancer, je voudrais dire que vous pouvez y arriver, vous aussi. Mais il y a des préalables, n'est-ce pas? Ne comptez pas sur la richesse subite comme la crypto, comme le pari, le loto et tout ça, comme tout le monde attend de devenir riche du jour au lendemain. Non. Il y a des démarches qui peuvent être entreprises. La première chose, le point de départ, c'est votre niveau d'ambition. Si vous n'êtes pas ambitieux, si vous ne pensez pas que c'est possible, vous n'allez pas y arriver. Donc, il faudrait que vous relevez votre niveau d'ambition pour voir plus grand. Quand vous voyez plus grand, vous permettez aux personnes autour de vous d'inscrire leur rêve dans votre rêve qui est plus grand. Quand vous voyez trop petit, vous fermez les horizons pour vous-même, pour vos familles et pour toutes les personnes de votre communauté qui sont proches de vous. Ouvrez les horizons avec votre niveau d'ambition. Deuxième chose, une fois qu'on est ambitieux, il faut passer à l'action. Donc, moi, c'est ambition, action, mais pouvoir garder la discipline sur le chemin, n'est-ce pas? Garder la discipline parce que les gens ils commencent à progresser, mais après, ils ne sont pas disciplinés, ils perdent le focus, ils sont sur différentes choses. Il faut le focus, il faut également la patience d'aller pas à pas. La richesse, on passe par l'escalier pour y arriver. On ne passe pas par l'ascenseur. Il faut marquer chaque pas. Pourquoi? Parce que vous voyez la plupart des personnes qui étaient riches, qui ont été fauchées, sont facilement redevenues riches. Pourquoi? Parce qu'elles avaient pris l'escalier. Elles connaissent le chemin. La transformation qui s'était opérée en elles leur donne les capacités pour pouvoir revenir quand elles ont perdu la richesse qu'elles avaient. Et naturellement, il faut rester persévérant parce qu'aucun échec n'est jamais définitif. Un échec n'est que temporaire. Donc voilà. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le point que je vais insister, sur lequel je vais insister encore maintenant, c'est vraiment celui d'élargir votre vision. Il est important d'élargir votre vision. Vous ne pouvez pas viser haut et rester très bas en termes d'ambition. Il faut qu'on soit capable de repousser nos limites. J'ai des gens qui me disent que oui, si eux, ils ont déjà une fortune de 100 millions, ils ont fait le maximum. S'ils ont déjà 2 millions par mois, ils ont fait le maximum. Mais ces mêmes personnes se plaignent de voir autour d'elles la misère dans laquelle croupit l'essentiel des personnes, des membres de leur famille ou des membres de leur communauté. Mais ces personnes ont besoin de nous, pas seulement par l'argent qu'on va leur donner, mais par l'inspiration qu'on peut leur donner de montrer que c'est possible. C'est possible d'être en Afrique, c'est possible de pouvoir exploiter les richesses de l'Afrique pour nourrir et transformer les enfants de l'Afrique. On n'a pas besoin que les gens viennent de 6 000 km d'Occident, de 8 000 km de l'Occident, de 9 000 km d'Asie pour nous montrer. En fait, vous venez montrer qu'on peut s'enrichir en Afrique. Alors que nous sommes là en train de se plaindre à perpétuité, n'est-ce pas? C'est bien de critiquer, de condamner des personnes qui viennent comme des prédateurs, mais c'est encore mieux de le faire parallèlement en montrant notre capacité à pouvoir travailler et aller acquérir cette richesse-là. Donc, la première chose, c'est d'ouvrir notre champ de vision, d'élargir le champ de vision, d'être des personnes plus ambitieuses. En essayant de voir plus grand, on va être capable d'impacter plusieurs ambitions d'autres personnes, n'est-ce pas? Ce sera moi, mais ce sera aussi les personnes autour de moi qui vont en profiter, qui vont pouvoir avancer. Donc, regardons autour de nous, on voit dans nos communautés, qu'on soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, on a des personnes autour de nous qui ont pu partir de zéro et qui sont arrivés au sommet. Donc, inspirons-nous cette personne-là et sachons pour avancer en toute quiétude, parce que c'est possible. Alors, en guise de conclusion, je voudrais vous inviter à passer de la théorie vers des actions concrètes. Il est temps qu'on passe à des actions concrètes. Et pour passer aux actions concrètes, vous qui me regardez en ce moment, vous cadres en milieu de carrière, je vous exhorte à prendre un moment et à réfléchir à ce que je dis. Est-ce que vous pensez que vous méritez d'arriver au sommet de la richesse, de prendre 1%, de prendre le contrôle d'1% de la richesse et de pouvoir l'utiliser d'une façon différente de ce que vous critiquez aujourd'hui? Vous pensez que c'est possible, n'est-ce pas? Alors, il faut que vous donniez cette ambition-là, de pouvoir aller le faire si vous voulez faire une différence significative dans votre famille, dans votre communauté. Je voudrais vous rappeler, vous qui me regardez en ce moment, vous particulièrement, vous avez en vous des dons et talents. Vous avez la capacité d'aller réaliser cela. Et chacun de nous peut aller transformer le monde dans le sens qu'il veut. Mais l'argent est un magnifique levier pour pouvoir le faire. Et si vous prenez le contrôle sur une partie d'argent, si vous augmentez vos capacités à gagner de l'argent, ce sera beaucoup plus facile d'utiliser le levier financier pour y arriver effectivement. Il faut le faire en identifiant clairement quels sont nos domaines de compétences. Qu'est-ce que nous savons faire? Si nous sommes employés, il faudrait qu'on augmente notre valeur sur le marché, n'est-ce pas? Il faut qu'on augmente notre valeur sur le marché. Ensuite, on va gagner plus parce qu'on aura acquis des compétences qui sont plus valorisées sur le marché. Mais pour ceux qui peuvent penser à l'entrepreneuriat, parce que c'est l'entrepreneuriat et l'investissement qui transformera l'Afrique. C'est extrêmement important. Gagner 2 millions, 5 millions, 10 millions de salaire, c'est bien. Mais ça ne vous portera pas aussi loin que si à un moment donné, vous commencez à réellement investir. Ce n'est pas ce que vous gagnez qui compte, mais c'est ce que vous en faites qui compte encore plus.
Donc, pensez à investissement, pensez à entrepreneuriat. Essayez de vous perfectionner sur le plan professionnel. Essayez d'acquérir les compétences qu'ont les 1%, les 5% de votre domaine et vous allez aussi voir que vos résultats vont s'accélérer. Il faudrait qu'on passe d'une simple ambition, d'un simple vœu pieux à une véritable réalisation. Pour cela, il faut un plan d'action. Il faut un véritable plan d'action écrit. Prenez le temps de fixer l'ambition, de voir qu'est-ce que vous devez faire pour y arriver et de passer à l'action. Vous avez l'obligation et la responsabilité de maximiser votre potentiel. Élaborez un plan d'action et progressez vers ce sommet-là et on se verra très bientôt pour que vous nous partagiez vos succès. Alors avant de partir, je voulais parler du thème de l'épisode 22. Le thème de l'épisode 22 sera 5 leçons de finances personnelles inspirées par la sagesse africaine pour transformer votre vie. À votre sérénité et à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification pour être avisé à chaque fois que nous allons mettre de nouveaux contenus en ligne.